Et cette invitée aujourd'hui, c'est vous, Eva Jospin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes plasticienne, dentelière du carton. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça dans un instant. Je m'adresse à vous qui nous regardez. Vous avez été choisie par le Palais des Papes à Avignon, ici en France, pour sa grande exposition annuelle. Et cette exposition s'appellera Palazzo et elle est à découvrir à partir du 30 juin prochain. Vous allez, Eva Jospin, investir avec vos œuvres le plus grand palais gothique du monde. C'est un comble pour vous qui êtes une passionnée du baroque. Oui, absolument. Je suis très, très heureuse. J'avais exposé une œuvre à l'abbaye de Montmajour il y a quelques années. À Arles. Et j'avais eu cette première confrontation comme ça avec une chapelle dont les ornements ont disparu, donc être vraiment dans un joyau de pierre. Et le Palais des Papes, c'est exactement ça. Mais cette fois-ci, il y aura encore plus d'ampleur parce que je vais investir la grande chapelle avec 3 œuvres monumentales. Et il y a aussi une salle, la salle du Tinel, qui est une salle gigantesque où il y aura des grandes tentures brodées et puis d'autres surprises tout au long de la découverte du palais. Autre clin d'œil à propos du Palais des Papes, vous succédez à Avignon au photographe franco-brésilien Sebastião Salgado, dont le cœur du travail est la forêt amazonienne et ses habitants. La forêt, c'est aussi votre source d'inspiration majeure à vous. Est-ce que vous pouvez expliquer à ceux qui ne vous connaissent pas pourquoi est-ce que vous travaillez tant sur la forêt ? Alors, c'est vrai que tout est parti de la forêt. J'ai envie d'utiliser cette expression parce que c'est comme ça que j'ai rencontré un peu mon sujet autour de paysages plus archaïques comme la forêt ou la grotte, et puis d'aller vers ce que je considère finalement comme des folies architecturales, parce que ce sont des sculptures, mais qui ont un statut un peu étrange, qui pourraient être des sculptures dans des parcs, ou voilà. Et c'est vrai que c'est vraiment à partir de la forêt que j'ai commencé à travailler presque exclusivement avec le carton. Et c'est depuis cette promenade que les choses se sont élargies et enrichies ensuite. Voilà, je n'ai volontairement pas dit jusqu'ici que vous travaillez sur du carton, car quand on voit vos œuvres, et on en voit une partie derrière nous, et notamment ce plafond qui avait été fait, je crois, au musée de la Chasse à Paris, on ne peut pas le savoir que c'est du carton, mais effectivement, ça fait une vingtaine d'années que c'est votre matériau de prédilection, ce carton que vous sculptez, que vous façonnez, que vous assemblez. Plus récemment, vous êtes passé à d'autres matériaux comme la soie notamment. Pourquoi le carton ? Alors, ça a été le carton, c'est un matériau qui est très présent dans les ateliers. J'avais fait une année d'architecture avant de faire les beaux-arts, donc par exemple, on peut l'utiliser pour des maquettes, mais c'est vrai que souvent, c'est le matériau de transition, c'est celui qu'on utilise pour un peu visualiser son idée. Pour de faux, quoi. Voilà, exactement, pour de faux, jusqu'à le matériau final. Et c'est vrai que moi, j'ai utilisé ce matériau comme le matériau de destination et final de l'œuvre. Et j'ai utilisé ce matériau au départ parce qu'il y avait quelque chose d'équivalent au crayon et au papier pour un dessinateur. C'est-à-dire, pour la sculpture, c'était un matériau qui était disponible à profusion, qu'on trouvait partout, qui est totalement gratuit, puisque la plupart du temps, il y a un cycle en fait, de consommation du carton un peu effréné. Et j'avais envie d'arrêter, pour quelques œuvres qui représentaient exclusivement des forêts au départ, cette espèce de cycle de mouvement permanent du carton. Et puis c'est intéressant parce que c'est aussi un matériau industriel, mais qui nous parle, qui nous évoque quelque chose de très précis, parce qu'il y a des matériaux industriels où on ne sait plus exactement comment ils sont composés, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, ne serait-ce que regarder ici sur ce plateau. Bon, là, on voit du plexiglas, mais alors on sait que c'est du plastique, mais comment c'est transformé, tout ça n'est pas clair. Il y a une simplicité. Alors que le carton évoque pour nous le papier et donc immédiatement la forêt. C'est un matériau industriel dont on a la source immédiatement dans l'imaginaire. Vous dites qu'il permet aussi le repentir. Pour l'artiste que vous êtes, c'est important. Il permet de le changer si on n'est pas totalement satisfaite. Voilà, c'est ça. Il y a une certaine plasticité. C'est aussi un matériau qui n'est pas impressionnant. C'est vrai que certains matériaux ont été investis comme ça d'une charge comme ça qui peut faire peur, le marbre ou le bronze. On se dit, oh là là, si je rate mon bloc de marbre. C'est vrai que le carton n'a pas cette solennité pour un artiste, donc on se sent beaucoup plus libre d'essayer de refaire. Et c'est vrai que
même si je le travaille d'une façon assez méticuleuse et que ça prend beaucoup de temps quand même. C'est un temps qui est réversible, qu'on peut toujours changer, qu'on peut toujours transformer. Et j'ai aussi l'habitude de beaucoup retravailler sur les œuvres. Donc, quand les œuvres reviennent à l'atelier après une exposition, souvent je les transforme, je les touche. Enfin, il y a un moment, il faut me les enlever des mains parce que sinon, elles continuent à se transformer. Vous ne pourriez jamais vous arrêter. Alors, c'est vrai. Assez méticuleuse, vous dites, l'expression est assez faible à mon sens, parce que effectivement, vos œuvres, qu'elles soient immenses ou à des tailles plus raisonnables, sont dans une infinie précision du détail, qui fait qu'on pourrait passer des heures devant et que je pense qu'on ne verrait pas tous les détails qu'il y a dedans. Et je crois que c'est quelque chose auquel vous tenez, que le visiteur ou le déambulateur autour de, non pas l'outil, mais le concept de déambuler autour de vos œuvres, fasse des allers-retours, recule, s'avance, qu'il y ait un mouvement. Oui, c'est vrai que le propre de la beauté de la sculpture, pour moi, je ne parle pas des miennes évidemment, hein, c'est le rapport à l'espace, c'est-à-dire qu'en fait on se déplace autour d'une sculpture, donc on se met en mouvement autour d'une œuvre et donc on crée soi-même des nouveaux tableaux dans la vision et le lien au détail, c'est un petit piège, entre guillemets, pour capter l'attention parce qu'on regarde l'œuvre dans son ensemble, puis on se perd dans un détail et on revient à l'ensemble et c'est ce va-et-vient qui crée une forme de concentration et qui permet, j'espère, de provoquer une rêverie ou un imaginaire qu'on se crée soi-même. On voit à l'image, Eva Jospin, les images du avant-dernier défilé. Avant-dernier, ça y est, la mode va si vite. Défilé Dior pour lequel vous avez construit les décors. Vous avez aussi travaillé avec une maison de Champagne, après avoir exposé à la Cour Carrée du Louvre, au musée de Giverny, au musée de la Chasse, on en a parlé, et donc à Arles dans quelques semaines. Vous êtes, pour vous, l'expression de votre liberté, elle est dans tous ces endroits-là ? Oui, c'est vrai que moi, j'ai toujours eu un lien et un intérêt pour la scénographie, mais que j'ai eu envie de porter plutôt dans le monde des expositions et des musées en utilisant comme ça quelques codes liés à cette forme d'illusion que peut être un décor. Et notamment, j'ai toujours eu un grand intérêt pour ce qu'on appelle les architectures de fête, c'est-à-dire ces décors éphémères qui ne sont ni des décors de théâtre, ni des parcs d'attractions, mais qui vont accueillir un moment important, la naissance d'un roi, enfin des choses comme ça. On retrouve beaucoup de gravures de ces architectures de fête, mais elles ont toutes disparu. Et j'ai l'impression qu'un défilé de mode aujourd'hui est une forme d'architecture de fête contemporaine. Donc c'est forcément un sujet qui m'a intéressée et dont nous avions parlé avec la directrice artistique de Dior, Maria Grazia Chiuri, qui elle aussi a un faible pour ces formes architecturales. Oui, l'éphémère, la fragilité du carton, tout ça fait sens. Vous revendiquez, je crois, un art figuratif, accessible, disiez-vous tout à l'heure. Ce ne sont pas des gros mots en art contemporain ? Non, l'art contemporain, il s'est ouvert à 360 degrés. D'ailleurs, d'une certaine façon, quand j'ai commencé à travailler sur ces forêts, s'il y avait une forme de symbole, puisque c'était surtout des couches de sens qu'on peut déployer dans son imaginaire, mais il y avait aussi cette idée que, au fond, tout s'est ouvert, toutes les pratiques se sont ouvertes dans l'art, et que quand on est un jeune artiste, on est un peu perdu. Quel chemin on va prendre ? Quel sera notre chemin et notre forme d'expression ? Et cette ouverture à 360 degrés dans un bois qui peut nous perdre, mais qui peut aussi faire qu'on a un chemin singulier. Il y avait aussi un peu cette idée-là au départ dans ces forêts. Est-ce que vous essayez de créer des formes, donc on l'a dit, il y a ces forêts, il y a effectivement ces palais oniriques, vous êtes beaucoup inspiré par l'habitat troglodyte. Est-ce que vous cherchez à créer dans ce monde qui va pas très bien des sortes de refuges ? Oui, je crois, et c'est étrange parce que j'ai réalisé que c'était une envie de retranchement, mais qui soit quelque chose qui aille vers un peu le merveilleux, c'est-à-dire pas d'une façon négative. Et l'espace que j'ai envie d'investir, c'est aussi un espace qui convoque un peu le parc, le jardin, et cette rencontre assez positive entre la main de l'homme et la main de la nature. Et c'est vrai qu'il y a une forme particulièrement de jardin qui m'a toujours énormément fascinée, ce sont les jardins baroques, notamment en Italie,
où on ne sait plus très bien qui est la main de l'homme, qui a fait quoi. Et la main de l'homme et la main de la nature s'épousent, s'effacent et s'entremêlent. Et c'est vrai que c'est un peu ce à quoi j'ai envie de tendre dans mon travail. Vous le savez comme moi, la main de l'homme n'a pas fait que du bien à la nature. On regardait ensemble le journal de Damien Coquet et ces images de forêts au Canada qui brûlent. Comment est-ce que cette urgence climatique résonne dans ce que vous faites ? En fait, elle résonne depuis le début parce que je crois que nous, les artistes, on est totalement poreux et on est des contemporains, donc on est complètement traversés par notre époque. Après, dans mon travail, c'est une entrée, c'est une possibilité de compréhension, mais ça n'est pas le seul sujet, puisque évidemment, je convoque aussi des choses qui peuvent faire référence au mythe ou au conte, ou à la rêverie, au jardin, la promenade, etc. Et ça n'est pas que une façon de souligner que les forêts sont en danger. Elles le sont, et c'est assez évident. Et je pense que quand on voit une forêt en carton, on n'a pas forcément besoin de rajouter à ça, parce que c'est très clair que l'œuvre, elle est traversée par ce sujet, évidemment. Merci infiniment, Eva Jospin, d'être venue ce matin sur ce plateau. Cette exposition, donc Palazzo, à voir au Palais des Papes à partir du 30 juin prochain. Vous le disiez, il y aura des cénotaphes qu'on a déjà vus par ailleurs, je crois, notamment à Arles, et puis d'autres choses, d'autres surprises. Je vous invite vraiment, si vous passez par cette merveilleuse région française, à passer par le Palais des Papes. Merci encore. Merci à vous. Très bonne journée à vous. Nous, on se retrouve juste après la pause avec Damien Coquet. À tout de suite.